Finalement, on a pu mettre au point, à partir du mois de juillet, du mois d'octobre, des essais vaccinaux qui ont montré, un, que le vaccin était efficace. Deux, ça permettait de réduire la transmission. Et mieux, ça diminuait le nombre de mortalités. Et beaucoup de gens se sont posé la question, mais comment se fait-il que classiquement, il faut 10 années, sinon plus, pour mettre au point un vaccin, et là, pour la première fois, dans l'histoire de la médecine, en moins d'une année, disons 9 mois exactement, on a mis au point un vaccin. Et ça a été une grande question sur le plan scientifique, sur le plan international, sur le plan des communautés. Mais je dois dire, je pense qu'il y a, à mon avis, 4 facteurs favorisants qui ont favorisé la mise en point de ce vaccin-là dans le recours. Un, ce sont les avancées technologiques en termes de vaccination qui ont été acquises durant les 15-20 dernières années, bien avant Covid. Et c'est surtout l'utilisation de ce qu'on appelait l'ARN messager. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était une technologie que ça faisait très très longtemps que les scientifiques, les essais vaccinaux étaient là. Et là, cette pandémie a été une opportunité de mise en application de cette technologie extraordinaire, révolutionnaire et très très innovante. Deuxièmement, c'est aussi les acquisitions dans l'utilisation des nouvelles technologies en matière de vaccination, l'utilisation des nanoparticules, la bioinformatique. Autant d'innovations qui ont permis plutôt d'accélérer ce processus de mise en place d'un vaccin. Et toujours dans les avancées scientifiques, la mise en place d'un comité international scientifique, je dis bien, un comité indépendant, qui valide ce qui a été fait, qui surveille les résultats à chaque étape de la recherche, depuis les phases 1, phase 2, phase 3, et qui ont permis, de façon tout à fait d'une approche scientifique evidence-based, de reconnaître l'efficacité des différents candidats vaccinés. Et je pense que c'est important de le souligner. Ça, c'était le premier facteur, c'est-à-dire les avancées technologiques. Deuxième facteur, c'est un apport financier massif. Sans précédent, c'est la première fois qu'on a vu que d'habitude vous faites un projet de recherche et vous allez chercher les financements. Là, c'est le contraire. Les financements étaient disponibles parce que l'impact négatif de cette maladie-là sur la santé globale, sur l'économie globale, était sans précédent. Donc, le financement était disponible et c'est la première fois qu'on a vu ce partenariat public-privé. Les États qui sont prêts à soutenir les industries pharmaceutiques, les fondations, les instituts de recherche. Bref, il n'y avait pas un alibi sur le plan financier pour bloquer cette avancée-là. C'est un élément fondamental dans le domaine pourquoi on a mis au point un vaccin, à côté des avancées technologiques. Le troisième facteur, c'est l'approche logistique novatrice. Classiquement, on attendait d'avoir un vaccin efficace pour construire les unités de production. Et on perdait énormément de temps. Et c'est pour la première fois, avec un risque quand même extrêmement élevé, on a construit en parallèle les unités pour la production à l'échelle de ces vaccins-là, sans attendre même qu'on puisse valider. Et donc c'était en parallèle et ça a permis de gagner énormément de temps. L'autre et dernier facteur, à mon avis, c'est un environnement épidémiologique, un environnement qui est favorable. On n'avait pas de difficultés, ce n'était pas une maladie rare, c'était des millions déjà à cette époque-là, si je m'abuse, on était à plus de 160 millions de personnes qui étaient infectées et plus de 3 millions décédés. Donc, les patients étaient là, la maladie était là, on n'avait pas de difficulté de recruter des gens pour tester ces vaccins-là, des volontaires. Et donc l'environnement qui était favorable sur le plan de l'avancée de ces essais-là, sur le plan épidémiologique, a permis rapidement d'avoir le nombre nécessaire de patients qu'il fallait pour valider ces essais-là. Et ce sont ces 4 facteurs qui ont réellement expliqué la mise au point en un temps record de ces vaccins-là. Maintenant,
les vaccins étant disponibles, il fallait vacciner les populations. Et l'OMS à l'époque avait fixé qu'il fallait minimum 60 à 70% de taux de couverture vaccinale par pays ou bien par bloc de pays au niveau régional pour avoir ce qu'on appelle une immunité protective, pour que nous soyons protégés. Plus vous vaccinez les populations et plus on arrive à une protection de tout. C'était le début donc de la course au vaccin. Les pays développés ayant les moyens pour se faire vacciner et avoir accès à ces vaccins, et nous autres pays en voie de développement dépendons réellement de ces pays-là pour pouvoir avoir accès à ces vaccins. Et à l'époque, on disait que nul n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas vacciné. Donc si vous vaccinez le Nord et vous ne vaccinez pas le Sud, le risque est toujours là, parce que le virus voyage. Et c'est là où on a mis réellement ce qu'on appelle la solidarité internationale pour essayer de, en même temps, vacciner le Nord et en même temps vacciner le Sud. Et à l'OMS, on a mis en place une structure qu'on appelle le COVAX, qui était une institution pour recevoir des financements venant des pays développés, venant également des banques, sur le plan international, la Banque européenne, etc., pour financer les vaccins destinés aux pays du Sud. Et c'était important. En plus de cette initiative internationale, la coopération aussi bilatérale et multilatérale est mise en pied pour appuyer les pays et avoir accès à ces vaccins-là. L'Union africaine a mis en place aussi une initiative pour faciliter l'octroi des vaccins et distribuer ces doses-là au niveau des différents pays. Cette collaboration internationale a permis en même temps de vacciner le Nord et de vacciner aussi le Sud. Maintenant, ce qui était important, c'est à partir de ce moment-là, de développer des stratégies pour que dans nos pays, on puisse avoir accès à ce taux de couverture vaccinale 60%. Et je dois dire et je dois avouer que nous sommes très loin de ce taux de couverture. Aujourd'hui, hier, l'OMS a publié dans Le Monde qu'on a atteint la barre des demi-milliards de cas d'infection, 500 millions de cas d'infection par le Covid. Et parmi ces 500 millions, 6 millions de décès dans le monde. Alors la question que l'on se pose, s'il n'y avait pas ces vaccins-là, certainement nous aurions plus de 1 milliard de cas d'infection. Et quand on regarde cette cartographie, on note que la plupart de ces cas d'infection, c'est en Europe, 210 millions, l'Amérique du Nord, 165 millions, l'Afrique, 2% de l'ensemble de ces cas-là. Ça mérite réflexion et tout à l'heure, certainement, les collègues pourront beaucoup mieux argumenter. Mais quand on regarde également le taux de couverture vaccinale, on voit que dans quand même des efforts très importants ont été faits. Les pays ont atteint plus de 60 à 70% de couverture vaccinale, mais ici en Afrique, la moyenne est de 15%. Donc vous voyez que nous sommes très loin. Et quand je prends le cas du Sénégal, vous voyez toujours dans le communiqué du ministère de la Santé, on est toujours à 1 400 000 et quelques mille. Alors que là, nous devons minimum vacciner 8 500 000 de Sénégalais pour avoir cette couverture-là. Voilà donc en résumé ce que cette pandémie-là, mais quelles sont les leçons que nous avons apprises. Et mon collègue, le professeur Galédio, va certainement compléter. Moi, je voulais juste souligner quelques éléments de leçons tirées sur le plan médical de cette pandémie-là. Premièrement, la pandémie a mis à nu la fragilité de notre système de santé. La pandémie a mis à nu la fragilité de notre système de santé, en particulier les pays du Sud que nous sommes. Manque de produits pharmaceutiques, nous dépendons de l'extérieur. Manque de produits médicaux et en particulier un nombre extrêmement insuffisant des unités de prise en charge des soins intensifs, ce qu'on appelle classiquement les réanimations. Nous n'étions pas du tout préparés. Et un élément fondamental, c'est un accès très limité à l'oxygène, qui était un élément fondamental dans le traitement de ces malades.
on n'avait pas aussi non seulement des produits pharmaceutiques et médicaux, mais même les gants, les masques, les équipements de protection des populations. L'OMS a sorti une publication, on a montré que beaucoup de personnel de santé non seulement étaient infectés, mais étaient décédés du Covid parce que dans certains pays, n'avaient pas accès à ce qu'on appelle les équipements de protection. Donc cette fragilité de notre système de santé, et cette épidémie a montré que nous n'étions pas résilients. Par définition, la résilience, c'est quand il y a un choc que nous pouvions faire face à ce choc-là et résister. Tel n'était pas le cas, et donc c'est une leçon que nous avons appris de cette pandémie-là. La pandémie a montré aussi que la santé est un élément déterminant sur le plan économique. Ce n'est pas uniquement un problème social médical, mais la santé aujourd'hui est considérée comme un secteur important dans la vie économique de tous les pays et le monde entier. L'autre élément que nous avons aussi appris, c'est la problématique de la diffusion des fausses informations, qu'on appelle les fake news. Via les réseaux, donc, diffusion de fausses informations facilitées par aujourd'hui le taux de pénétration de téléphones dans nos sociétés est extrêmement élevé. Donc c'est via ces réseaux sociaux que des informations fausses sur le virus, des informations fausses sur la maladie, des informations fausses sur les vaccins ont été diffusées et à grande échelle avec une vitesse de diffusion extraordinaire. Et malheureusement, qu'est-ce que ça a créé? Une confusion au niveau des populations. Ça a créé un manque de confiance des populations vis-à-vis des scientifiques que nous étions. Parce que ça allait à une vitesse extraordinaire et ces fake news ont été vraiment des éléments tout à fait négatifs dans la prévention et dans l'encouragement des populations, l'éducation des populations à se faire vacciner par exemple. Il y avait une rupture de confiance entre les communautés, les populations et les scientifiques. Réticence à se faire aussi vacciner. L'autre élément que j'ai appris, et l'imam l'a souligné tout à l'heure, c'est l'importance de l'humilité. Même nous, médecins, nous avons appris. Et ce n'est pas parce que je suis médecin que ce que je disais du virus ou bien de la pandémie était vrai. C'est un domaine tout à fait nouveau. Et il y a une production scientifique extraordinaire qu'il faut lire chaque jour pour être à jour. Et malheureusement, je pense que certains, même du domaine médical, par manque d'humilité, se mettaient à dire des choses qui étaient extraordinairement fausses et qui contribuaient à cette confusion au niveau des populations. Donc l'humilité, je pense, c'est vrai, en tant que médecin, nous sommes tout le temps humbles, mais je pense que ce domaine-là, dans le monde entier, nous a montré que malgré les moyens dont vous disposez en 2021-2022, vous n'arrivez pas à régler ce problème, à contrôler. Et chaque jour, vous voyez, il y a des recommandations. J'ai des amis qui disent, mais vous êtes en contradiction aujourd'hui. Je lui ai dit, nous apprenons au fur et à mesure. C'est un domaine extrêmement important. Il faut savoir ses limites. Si on ne connaît pas, on dit non, je ne connais pas. Et donc, c'est vraiment un élément important, cette humilité-là. Et c'est ce que disait aussi l'imam Fall tout à l'heure, comment un virus extrêmement important, très très petit, a pu bouleverser le fonctionnement mondial. Les avions étaient coulés au sol, les grands magasins étaient fermés. Bref, c'est un petit virus. Et je pense que ça mérite réflexion sur le plan spirituel. Je ne vais pas y rentrer là-dedans, mais c'est en tant que médecin praticien, en tant que personne de la société, ça mérite quand même réflexion que ce virus puisse carrément bouleverser ce monde-là. Autre élément que leçon enseignement à tirer, c'est l'importance de la solidarité internationale. Très très important. S'il n'y avait pas cette solidarité internationale, jusqu'à aujourd'hui, nous aurions des difficultés pour avoir ne serait-ce qu'accès à ces vaccins, etc. etc. C'est aussi ce que nous avons appris antérieurement,
de l'importance de cette solidarité internationale, c'est ce qu'on a fait dans le sida, la mise en place de ce qu'on appelle le Fonds mondial de lutte contre le sida, qui était un fonds basé à Genève et qui a aidé à financer les programmes de sida dans nos pays. C'est également le Roadback Malaria, un programme aussi international pour soutenir les effets de lutte contre le paludisme dans nos pays, etc., etc. Donc cette solidarité internationale a permis aujourd'hui à nos pays, ici au niveau du Sud, de pouvoir avoir accès à ces vaccins et de vacciner nos populations. L'autre élément que j'ai tiré aussi, c'est l'importance de l'engagement des communautés. Si vous avez un problème de santé et qu'il n'y a pas une appropriation des solutions par les communautés, on va forcément à l'échec. Ce n'est pas nous, médecins, ni le domaine de la santé qui devons régler. Nous devons collaborer avec les populations, leur expliquer la maladie, les sensibiliser, les éduquer pour avoir un résultat. Et il y a une très belle publication qui est sortie et qui a fait une étude dans les différents pays. Et aujourd'hui, il y a certains pays africains qui ont vacciné plus de 60% de leur population. Et il y a 3 facteurs qui sont sortis. Le premier facteur, c'est un leadership éclairé. Le deuxième facteur, c'est un engagement communautaire. Le troisième facteur, c'est une confiance entre les communautés et le monde scientifique et ses leaders. Quand vous avez ces 3 facteurs-là, forcément, vous arrivez à une adhésion de la population, à une appropriation des mesures de prévention et qui vont se vacciner. Par exemple, je pense que c'est important que cette leçon tirée au niveau de nos pays et au niveau d'autres pays, d'essayer maintenant de voir comment mettre en place et renforcer réellement l'action communautaire. Je voulais terminer et mon collègue le professeur Gallo va certainement compléter et avoir d'autres approches sur quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour réellement préparer la prochaine épidémie. L'imam, je le disais tout à l'heure, il y aura d'autres épidémies. Tant qu'il y a des êtres humains et des virus et des bactéries et des parasites, il y aura toujours des éclosions. Et c'est comme ça va le monde. Et il l'a dit dans le Coran tout à l'heure. Donc comment faire pour que nous soyons préparés? Parce que aussi, quand il y a quelque chose, c'est pour qu'on non seulement continue les leçons, mais qu'on essaie de nous préparer pour ultérieurement. Je disais tout à l'heure que nous étions surpris, le monde entier, les pays du Nord comme les pays du Sud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un, c'est peut-être d'avoir un système de surveillance de la maladie. Et que cette surveillance doit être décentralisée en utilisant ce qu'on appelle la digitalisation des données. Ne plus se baser sur des données recueillies sur des papiers, mais utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir non seulement recueillir les données, mais les reporter, le reporting, et troisièmement, analyser ces données. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ces données? On a vu que l'épidémie d'Ebola, quand ça a commencé en Guinée, en République de Guinée, c'était dans des zones tout à fait éloignées. On voyait que des gens mouraient dans des communautés, mais on n'avait pas ce reporting-là. On n'avait pas requis les données pour dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ces zones. Donc il faut forcément que nos États nous renforcions ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique, le recueil des données, de l'analyse de ces données et d'utiliser les nouvelles technologies, la digitalisation de ces données. Le deuxième élément, et je pense que c'est important, c'est d'assurer ce qu'on appelle notre souveraineté pharmaceutique. Nous ne pouvons pas dépendre de l'extérieur pour régler nos problèmes. Nous n'avons même pas les produits essentiels de base. La dernière fois, j'assistais à une réunion Zoom organisée par l'OMS et l'Union africaine. Et dans un pays X que je ne nommerai pas, on a arrêté de vacciner parce qu'il n'avait pas de seringues. C'est extraordinaire. Comment en 2022 que nous dépendions de l'extérieur pour régler tout ça. Donc je pense qu'ils sont apprises, c'est d'assurer notre souveraineté pharmaceutique et médicale. En faisant quoi? Par la production locale, et c'est possible. La production locale, non seulement de vaccins Covid, mais d'autres vaccins. Nous utilisons le maximum de vaccins dans le monde, parce que c'est des maladies liées au PEV, mais nous ne les produisons pas. L'Afrique ne produit que à 2% des vaccins dont elle a besoin aujourd'hui.
Et l'objectif, c'est au minimum d'ici 2030-2040 de produire ne serait-ce que 60% de nos vaccins. Donc il faut commencer par effet possible. Il faut aussi non seulement la production de vaccins, mais aussi des productions locales de produits pharmaceutiques de base. Et c'est une opportunité de magnifier et de mettre en place et de développer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Nous avons des jeunes hommes, des jeunes femmes dans nos pays qui ont ces capacités-là et il suffit de leur donner les moyens pour développer cet entrepreneuriat-là et tendre vers ce qu'on appelle notre souveraineté médicale. On l'a vu avec les masques. Il a suffi que nos tailleurs extrêmement intelligents se mettent à produire des masques et pour que nous ne puissions pas dépendre de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il faut le faire dans d'autres domaines, production de seringues, production, je ne sais pas, d'autres éléments de base dont nous avons besoin pour assurer cette souveraineté pharmaceutique. Et c'est aussi l'opportunité de création d'emplois. On a énormément de jeunes qui sont là, sur le plan technologique qui ont la science, il suffit simplement de les pousser, de les aider sur le plan financier pour qu'ils puissent développer ces éléments. Et je voulais terminer sur l'élément aussi important pour nous préparer, je l'ai déjà dit, c'est l'approche communautaire. Il faut sur tout ce que nous faisons, quelles que soient les natures de maladies, qu'on puisse éduquer les populations, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse informer et avoir cette appropriation-là en impliquant les leaders religieux, en impliquant les leaders politiques, les associations de femmes, les associations de... Moi, je verrai aujourd'hui vraiment des unités mobiles de vaccination sillonner dans nos quartiers. Je verrai bien les associations de femmes qui ont des capacités extraordinaires mener ce combat-là dans les différents quartiers les plus reculés. Je verrai bien les imams se mettre aussi au devant de cette activité-là. L'Église également, catholique, de se mettre au devant de toutes ces activités-là. Il y a un pays que je ne citerai pas aussi, ce qu'ils ont développé, cette approche communautaire de vacciner les gens quand ils viennent à l'église, vacciner les gens quand ils vont dans les marchés. Bref, c'est cette approche communautaire-là qu'on doit mettre en place pour non seulement cette Covid-là, mais pour d'autres maladies qui vont venir. Voilà, Monsieur le Président, en résumé, les quelques éléments de réflexion que je voulais apporter comme éléments de contribution. Et certainement, mon collègue, le professeur Gane Diop, va aussi apporter ces éléments de contribution par rapport à cette pandémie sur le Covid-19. Je vous remercie.